Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance, c'est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. Bonjour Anne-Lucille Schultz, merci pour votre présence aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Je suis médecin généraliste et spécialiste en soins palliatifs. Il y a des diplômes universitaires qui sont accessibles à tout soignant. Et il y a depuis quelques années une spécialité de soins palliatifs douleur qui s'est développée et j'ai la chance de faire partie des premiers praticiens à avoir pu bénéficier de cette formation et donc d'être spécialiste en soins palliatifs douleur. Commençons par définir notre sujet, c'est toujours très éclairant. Pourriez-vous justement donner une définition précise de ce que sont ces soins palliatifs ? Quels sont leurs objectifs exactement ? Les soins palliatifs, ce sont des soins actifs. Ça a pour objectif de s'occuper des patients qui sont malades d'une maladie grave, évolutive, qui souvent est terminale. L'objectif, c'est vraiment de soulager le patient dans sa globalité, que ce soit les douleurs physiques, les douleurs psychiques, la souffrance sociale ou la souffrance spirituelle. À qui s'adressent ces soins en conséquence ? Quelles pathologies pouvez-vous rencontrer dans votre unité ? Aujourd'hui, les soins palliatifs vont s'adresser aux malades qui sont non guérissables, qui ont une maladie qui ne va pas pouvoir se guérir. Il y a quelques années, la première maladie sur laquelle mes confrères travaillaient, c'était surtout les patients porteurs de sida à une période. Aujourd'hui, on est plutôt sur les maladies type cancer et puis les maladies neurodégénératives. Tout ce qui va être maladie de Charcot, sclérose en plaques, les démences type maladie d'Alzheimer. C'est essentiellement ces maladies-là. Mais il y a des vraies réflexions puisque il y a des maladies qui sont non guérissables aujourd'hui, qui sont des maladies chroniques et où il est important d'apporter beaucoup de qualité, mais où le délai est très très loin. Donc pour l'instant, on ne s'insère pas dans cet endroit-là, mais on pourrait aussi commencer à dire il faut rapporter de l'humanité et de la globalité de soins avec du soin palliatif précoce dans d'autres pathologies. Parlons un peu de l'histoire, de l'origine de ces soins. À quand remontent-ils et quelles sont ces figures de proue ? Les soins palliatifs, ça n'est pas tout nouveau. C'est pas parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle dans les médias que c'est tout récent. En fait, ça date déjà de 1842. La première à avoir fait quelque chose en France, c'est Jeanne Garnier, qui était une pionnière qui, à Lyon, avait créé des œuvres pour justement tous les gens qui étaient porteurs de maladies incurables. Après, le grand nom dont on entend nous beaucoup parler dans les soins palliatifs, c'est Cicely Saunders, qui a créé un hôpital, l'hôpital Saint-Christopher, qui reste de rayonnement mondial dans la banlieue de Londres pour traiter justement tous ces patients et qui a beaucoup travaillé sur la douleur totale de tous ces patients-là. Après, on a dans les grands noms Elisabeth Kubler-Ross qui a fait un gros travail avec toute l'approche du deuil, toutes les étapes, comment est-ce que les familles se structuraient face à ça. Et puis après, il a fallu attendre 1974 quand même pour que le mot soins palliatifs et la première unité de soins palliatifs existent à Montréal. La fin de vie est un sujet sensible et qui suppose certainement des réglementations précises. Où en est aujourd'hui la France et quelles sont les lois qui cadrent les soins palliatifs ? En France, la législation, elle est beaucoup plus récente. Les grandes lois françaises dont nous entendons parler depuis quelques années sont la loi Leonetti de 2005. Jean Leonetti, député et médecin marseillais, qui a beaucoup œuvré avec une commission pendant des mois d'enquête pour pouvoir entendre un petit peu toutes les différentes parties pour construire une loi de consensus. Alors, ça a été vraiment fondamental dans l'approche et vraiment une loi très, très juste, très équilibrée qui a défini l'obstination déraisonnable. On a arrêté de parler d'acharnement thérapeutique. Alors, acharnement thérapeutique, c'était dangereux parce que heureusement qu'on s'acharne avec des médicaments ou sur la thérapeutique quand on a un jeune de 20 ans qui est en réanimation. Donc, on a transformé ça et on l'a upgradé, j'ai envie de dire, en obstination déraisonnable. Et donc, ça intégrait vraiment la notion de déraisonnable, de on va trop loin. Ça n'est pas juste dans la situation dans laquelle on est, c'est devenu inutile, c'est disproportionné, ça n'a pas de sens aujourd'hui dans ce qu'on est en train de faire. Il a aussi ouvert le droit au double effet. Alors ça, c'était aussi assez novateur. Avant, on avait un petit peu peur quand on mettait des médicaments parce qu'on pouvait porter plainte contre le médecin pour empoisonnement si la dose de morphine pouvait avoir un effet secondaire et que de ce fait, ça pouvait un peu raccourcir la vie. Lui, il a vraiment travaillé autour du
arrêtez de faire des pratiques cachées, n'ayez plus peur. Si votre objectif est de soulager votre patient, mais que malheureusement, en le soulageant, ça raccourcit un petit peu sa vie, on va être clair, vous avez le droit de le faire. Mais arrêtez de le cacher pour qu'on arrive tous à mieux mettre les bonnes doses et qu'on arrive tous à mieux soulager nos patients sans dire bah, j'ai fait de l'euthanasie alors qu'en fait simplement vous l'avez soulagé et ça n'était pas une euthanasie. Donc ça a vraiment été hyper novateur. Et puis il a vraiment été plus loin dans les droits du malade et l'abstention des traitements. Puisqu'on était dans l'affaire Imbert, c'est ce qui a ouvert à ce moment-là tout le travail sur la nutrition et l'hydratation artificielle. Ça n'a rien à voir avec manger un steak, se faire plaisir avec une bonne assiette. C'est vraiment une poche d'un liquide qui amène des nutriments pour apporter une survie à plus de 3 mois. Et donc de pouvoir mettre ces choses-là au quotidien et de pouvoir arrêter ces choses-là. Donc ça a vraiment été un consensus et ça a vraiment été une révolution dans les soins palliatifs. Le constat qui a été fait au bout de quelques années, c'est ça s'est très peu diffusé dans le quotidien. Les gens se sont peu appropriés, notamment dans cette loi de 2005, il avait aussi évoqué la personne de confiance. Il avait été un petit peu plus loin que la loi de 2002 de Bernard Kouchner sur la personne de confiance. Et puis, il avait mis en place les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est pour pouvoir écrire moi, dans la vie, je veux pas qu'on me réanime, je veux pas qu'on me fasse ceci, je veux une sédation, je veux des choses comme ça. Et ça, les gens se le sont peu appropriés. Et puis, bah, il y a eu l'affaire Vincent Lambert cette fois-ci. C'est vrai que le fait que les noms se suivent et se ressemblent a participé aussi pour tout le monde un peu à que ce soit un peu compliqué. Et où ce jeune homme avait manifestement des opinions, mais où sa famille, et jusqu'alors la loi disait les proches et la famille, donc c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas nommé de personne de confiance, et donc sa famille n'était pas d'accord du tout sur ce qu'il aurait souhaité, ce qu'il aurait fallu faire et ce qu'il fallait faire. Et donc ça a été compliqué en termes de mise en œuvre pour essayer de respecter ce qu'il voulait, respecter ce qu'il était et de faire des choses qui semblaient aux médecins et à toute l'équipe raisonnables et déraisonnables, enfin de trouver le juste milieu. Donc en 2016, on s'est dit, fort de tout ça, on va aller un petit peu plus loin et on va dire, quand les directives anticipées sont rédigées, elles deviennent obligatoires d'en prendre conscience. La voix du malade, même quand il est inconscient, elle devient un peu plus forte. Même dans la notion d'urgence, il faut quand même vraiment écouter cette parole de malade et ils ont retravaillé et insisté un peu plus sur toutes ces limitations thérapeutiques et sur la sédation, qui existait déjà depuis 2005, puisque déjà depuis 2005, on peut mettre des médicaments qui ont pour but soit de soulager physiquement, comme la morphine, soit de soulager psychiquement et pouvoir détendre, voire d'endormir s'il y a besoin dans certaines situations. Et donc, ils ont été un peu plus loin sur la notion de sédation pour dire que ça pouvait être une sédation profonde, continue, jusqu'au décès. Ils ont essayé de contenir un peu mieux et de définir un petit peu mieux les pratiques autour de tout ça. Vous évoquez les fameux cas de Vincent Imbert et Vincent Lambert. Serait-il possible d'en savoir un peu plus sur ces deux vies? Vincent Imbert était un jeune homme qui n'était plus en capacité de mobiliser son corps, c'est-à-dire ne mobilisait plus ni ses jambes ni ses bras. Il était en capacité de communiquer avec sa maman et il avait exprimé le fait que le maintien de sa vie par la suppléance de ses fonctions vitales était devenu insupportable et que il n'était en soi-même pas en fin de vie puisqu'il était paraplégique, mais que la vie lui paraissait insupportable dans ce contexte-là. Vincent Lambert, pour le coup, est un homme un petit peu plus âgé qui était en couple et qui est devenu inconscient. Il a fallu là aussi suppléer toutes ses fonctions vitales. Mais alors lui, il n'était pas en capacité du tout de pouvoir échanger, de pouvoir exprimer ce qu'il voulait. Ce sont uniquement ce que ses proches ont pu rapporter à ce moment-là de ce que lui était et de ce que lui voulait. Ce sont deux cas assez différents en fait. Parlons plus concrètement, Anne-Lucille Schultz. Quels sont les espaces et le personnel dédiés aux soins palliatifs? Où est-ce qu'on dispense les soins palliatifs? Ça va être à des endroits différents. Tout d'abord, c'est important de se dire qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour faire du soin de confort. Enfin, donc ça, tout le monde peut se l'approprier. Pour autant, effectivement, il va y avoir des gens qui vont s'être spécialisés dans les soins palliatifs en fonction du choix du patient et de sa famille. Soit on va être soigné dans un milieu hospitalier ou institutionnel. Donc dans ces cas-là, on peut bénéficier dans un EHPAD de soins palliatifs. Les médecins qui sont là s'en occupent. Et s'ils ont besoin d'aide, il peut y avoir des réseaux ou des équipes mobiles de soins palliatifs qui vont se déplacer pour conseiller les confrères et les infirmières en EHPAD. Si c'est dans un hôpital, et c'est souvent ce qu'on entend dans les médias,
Les soins palliatifs, je le redis et j'insiste, peuvent être prodigués par tout le monde. L'oncologue peut faire du soin palliatif sans souci. Quand on est hospitalisé, qu'on reste en hospitalisation, dans un service classique, il va y avoir ce qu'on appelle des lits identifiés pour les patients où on a besoin d'apporter plus de globalité. Donc, il y a une tarification qui est un petit peu différente et donc ça permet d'avoir un petit peu plus de temps infirmier, un peu plus de temps kinésithérapeute et puis un psychologue aussi qui va pouvoir passer pour s'occuper des patients. Quand la situation est un petit peu plus complexe, les collègues vont faire appel à des équipes mobiles de soins palliatifs. Elles existent depuis longtemps en France. Elles sont là pour diffuser la culture, pour conseiller et vraiment pour aider à la prise en charge des patients. Malheureusement, au bout de 10 ans d'existence, on s'est rendu compte qu'il y avait des situations qui étaient encore trop complexes et que la culture palliative ne se diffusait pas encore à la vitesse où on voulait. Donc, les unités de soins palliatifs se sont créées. En général, c'est une dizaine de lits par hôpital qui accueillent une unité de soins palliatifs et on va vraiment avoir des situations très, très complexes, soit sur le plan psychologique, soit sur le plan physique et symptômes physiques. Donc ça va être dans un hôpital. Mais on a aussi des patients qui sont malades, non guérissables et qui vont être accompagnés dans leur domicile. Donc là, leurs médecins généralistes, leurs infirmières libérales font ça souvent très bien. Mais quand il y a besoin d'aide, d'un peu plus d'interdisciplinarité ou qu'il y a besoin d'un conseil, les professionnels libéraux vont faire appel au réseau de soins palliatifs, qui sont l'équivalent un peu des équipes mobiles de soins palliatifs et qui vont amener de l'aide pour coordonner tous les gens qui vont arriver à la maison et puis qui vont pouvoir prodiguer des conseils un petit peu à nos confrères de ville. Quand la situation elle devient trop complexe en termes de soins à la maison, on va avoir une hospitalisation à domicile, c'est-à-dire qu'on va apporter la qualité des soins de l'hôpital à l'intérieur du domicile des gens pour pouvoir accompagner des situations complexes. En réalité, il n'y a personne qui va vivre exclusivement à l'hôpital ou exclusivement à la maison ou exclusivement. Les patients, ils vont évoluer au gré de leurs symptômes, au gré de leurs souhaits, au gré de la fatigue de chacun dans les différents milieux. Donc la coordination entre chacun, elle est primordiale justement pour que tous ces milieux s'articulent et que tout se passe bien pour les patients au quotidien. Pour aller un peu plus loin, pourriez-vous nous raconter votre quotidien, un jour à vos côtés en soins palliatifs? Moi, je vais avoir la chance d'exercer dans les différents milieux que je viens de vous exposer. Donc, j'ai longtemps exercé en équipe mobile. Alors, le quotidien en équipe mobile, c'est vous traversez l'hôpital et vous allez de service en service pour aller voir les collègues au gré de leurs besoins, vous rencontrez les patients, vous rencontrez les familles au gré des besoins et vous conseillez, vous rencontrez, vous aidez sur certains symptômes. On ne sait pas forcément ce qu'on va faire de notre journée en fonction des symptômes, des urgences. C'est assez riche parce qu'on rencontre différents fonctionnements, différentes équipes, différentes familles. Après, j'ai eu la chance de travailler, je travaille encore en partie, surtout pendant les gardes, à l'unité de soins palliatifs, et où alors là, effectivement, les patients et les familles, elles vivent à l'intérieur de l'unité. La journée, elle va se passer de manière assez atypique par rapport à un service classique, puisqu'en unité de soins palliatifs, on part du principe qu'il faut respecter le rythme de chacun. Alors, c'est très chouette parce qu'on se dit, bah, si le patient est fatigué, qu'il a mal dormi, il faut qu'il se lève tard le matin. On va lui laisser cette possibilité-là de se lever tard le matin. C'est aussi ce qui est difficile à gérer dans une organisation de service parce que on peut pas dire, bon, bah, le petit-déj arrive à 8 heures chez tout le monde, le médecin passe entre 9 et 10 heures chez tout le monde, les perfusions sont à telle heure. C'est vraiment au gré de chacun, au gré des besoins de chacun, au gré des familles, que on va pouvoir faire une toilette et puis rencontrer, être présente si un soin est douloureux ou compliqué. Ça peut être le matin en arrivant à 9 heures, comme ça peut être parfois à 15-16 heures si on a un patient qui est pas du matin ou une famille qui a besoin d'un accompagnement. Donc là, ce sont des patients qui sont plus fixes, qui restent là, des familles qu'on connaît bien parce qu'elles vivent là. Les familles, elles nous disent en arrivant à l'unité, oh là là, je pensais arriver dans un mouroir tout gris et je découvre en fait une unité pleine de vie, très paisible, très colorée. Et donc, elles sentent vraiment ce temps qui n'est pas le même, qui s'adapte. C'est pas le patient qui s'adapte à l'hôpital, c'est l'hôpital qui s'adapte au patient. Et d'ailleurs, le patient, souvent, il est avec ses propres habits, il reste ce qu'il est. Il n'est pas dans la fameuse blouse d'hôpital que tout le monde peut connaître. Vous expliquez qu'il y a un véritable respect du rythme de chacun de vos patients. Existe-t-il un accompagnement propre et individualisé? Et le cas échéant, quel est son fonctionnement? Dans l'unité de soins palliatifs, c'est vrai qu'on respecte le rythme de chacun et puis on respecte ce que chacun est. Donc, il n'y a pas de famille type, il n'y a pas d'accompagnement type. Et donc, on va avoir parfois, pas tous, chaque patient est très très différent,
Mais on va avoir des fois des familles qui vont profiter de ce temps paisible où ils sont rassurés de se dire mon proche est enfin bien pris en charge et donc je vais pouvoir moi me reposer parce que c'est quand même très sollicitant pour les familles d'être là tout le temps. À l'inverse, on va avoir des familles qui veulent rien louper ou qui veulent être là ou parce qu'il y a des événements de vie aussi qui vont être très importants. Et donc, on passe de familles qui passent quelques minutes, quelques heures à des familles qui sont là 24/24, avec parfois des familles très nombreuses. On a des accompagnements qui peuvent être très riches et très nombreux. On a la chance dans l'unité d'avoir des salles réservées pour des familles très nombreuses où on peut accueillir des moments de vie. Alors, on a déjà accueilli des baptêmes, des mariages, des anniversaires, des naissances, enfin voilà. On a déjà accueilli plein de moments de vie. L'unité de soins palliatifs, c'est une unité, c'est un lieu de vie. Ce n'est pas un lieu de mort. C'est vraiment, on accompagne la vie jusqu'au bout. On est vraiment là pour amener de la vie et que ce temps-là ait un sens, en tout cas qu'il soit paisible et qu'il ait un sens. Mais il y a d'autres patients qui trouvent que ça fait trop de monde, qui sont trop fatigués. Donc j'ai souvenir d'un patient qui me disait: «Ah, c'est sympa, mais à la maison, je choisis, les gens, ils s'invitent pas comme ça. Donc ils sonnent, je dis oui, je non, ils appellent avant de passer, c'est compliqué». Donc on avait travaillé avec lui sur, il met un petit agenda et les gens prenaient rendez-vous dans l'agenda. C'était quelqu'un avec, quand même un gros réseau social et puis il y a des patients qui sont pas de cette nature-là, qui ont pas cette nature sociale et qui, vont être plus isolés, qui vont chercher plus le contact ou pas d'ailleurs. Ceux qui ont besoin d'un peu plus de soutien, on a la chance d'avoir des bénévoles d'accompagnement dans les unités ou dans les hospitalisations à domicile qui vont pouvoir passer, être présents à l'autre simplement par bienveillance, passer du temps, c'est se poser, écouter ou partager des choses de la vie, de tout, enfin voilà, ce ne sont pas des soignants, c'est juste être là pour l'autre. Mais il y a aussi des gens qui veulent simplement être là, dans le calme et avoir des moments d'introspection. Alors, on a la chance d'avoir un bâtiment neuf, nous, donc on a pu penser ce qu'on voulait et donc on a pensé toutes nos chambres au rez-de-chaussée, avec toutes les chambres un accès à la nature et tous les lits ont vue sur un bout de nature. C'est hyper paisible. Face à ces différents accompagnements et les multiples façons de se confronter à la mort, quelle attitude, quel regard devez-vous adopter pour vous positionner avec le plus de bienveillance face à vos patients? En soins palliatifs, le leitmotiv vraiment, c'est le respect de ce que chacun est. La dignité de chacun, c'est respecter ce qu'il est. Et donc, il n'y a pas de bonne façon de mourir et il n'y a pas de bonne façon d'être accompagné sur sa fin de vie. Chaque être humain va avoir des façons de penser et d'être différentes. Et donc, tout le monde va avoir des besoins différents de présence à l'autre, d'accompagnement, de spiritualité. Ce qui m'a beaucoup marqué tout au début, c'est quand on avait des patients parfois dans des stades ultimes à qui on disait bah, on a prévenu votre famille, tenez bon, il y a votre fille, votre fils, il y a votre femme, il y a n'importe, enfin quelqu'un qui va arriver, essayer de tenir bon, ils vont pas tarder. Parfois, on a certains patients qui font le choix d'attendre la présence de l'autre pour pouvoir partir apaisé en présence de l'autre. Et puis à l'inverse, plus tard, j'ai appris à découvrir qu'il y avait aussi des familles très, très présentes à l'unité, qui étaient là 24/24, qui dormaient là, qui est vraiment au chevet de leurs proches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors c'était très très rassurant, très voilà, et des familles très en souffrance parce que parfois, elles allaient juste aux toilettes 5 minutes et le patient mourait pendant ces 5 minutes-là. Et ça arrivait vraiment de plusieurs fois. C'est pas, une fois le fruit du hasard, ça arrive et on est beaucoup de confrères à avoir ce genre de situation et où on se dit mourir, c'est aussi un acte très intime et où on n'a pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un à ce moment-là ou alors on veut protéger ce quelqu'un. Enfin, il va y avoir plein de raisons, je pense, intrinsèques à chacun, assez différentes. Donc même si ils se sont sentis très rassurés d'être accompagnés certainement, jusqu'à cet instant-là, le moment du passage, ils ont besoin de le vivre tout seuls, en intimité. Même là, la relation à l'autre, elle joue beaucoup. Évidemment, lorsque nous évoquons les soins palliatifs, il est nécessaire de parler du rapport à la mort. Que se passe-t-il lors du passage? Qu'observez-vous? Et vous, Anne-Lucille Schultz, quel regard portez-vous en tant que soignante sur la mort au sein des soins palliatifs? Quel impact cela a-t-il sur vous? Souvent, ce qui me marque, c'est que le moment du passage, c'est très paisible, c'est attendu, c'est très paisible, c'est triste. Personne ne dit que ça va devenir, joyeux. Ça, aucune équipe va vous dire ça. Triste mais paisible. Il y a pas de conflit, de cris, de enfin voilà, de choses, compliquées. Même si c'est pas, un conte de fées non plus. Une unité de soins palliatifs, on va pas d'un coup faire
Des morts qui sont toujours paisibles, soulagées. Enfin voilà, il y a aussi des situations qui sont un petit peu compliquées. Pour nous, soignants, c'est sûr que au quotidien, être confronté à la mort, c'est très engageant. Et donc, c'est des métiers qui sont fatigants. Alors, le fait de travailler en groupe, de ne pas être tout seul, donne beaucoup de ressources. On a beaucoup de groupes de parole pour échanger entre nous sur justement ce que ça peut générer. Moi, je trouve, à accompagner les patients qui meurent au quotidien, je trouve la mort sociale bien plus dure que la mort physique. On accompagne des patients que la société ou que les proches ne voient plus depuis des années. Ils sont enfermés dans leur EHPAD sans y avoir aucune visite, ou ils sont malades et plus personne vient les voir parce qu'on veut garder une bonne image d'eux, et où c'est des gens qui sont déjà morts pour la société avant d'être morts physiquement. Et donc ça, je trouve ça difficile. Les soins palliatifs ont pour but d'offrir aux patients les meilleures conditions de vie jusqu'à la fin. Aujourd'hui, dans le débat sociétal actuel, on entend souvent les termes d'euthanasie ou de suicide assisté associés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le sujet? L'euthanasie, ça va être quand un professionnel de santé va administrer lui-même quelque chose de létal pour abréger la vie d'un patient. Le suicide assisté, ça va être quand le patient va prendre lui-même quelque chose qui a été prescrit pour pouvoir abréger sa vie. En réalité, on va rencontrer, nous, au quotidien, à l'unité, des patients qui vont être demandeurs d'euthanasie ou de suicide assisté. Ça fait partie des motifs d'hospitalisation en unité de soins palliatifs aujourd'hui. Une très grande majorité, quand ils arrivent à l'unité, une fois qu'on soulage leurs symptômes, ne sont plus demandeurs d'abréger. La demande d'abréger la vie, la demande de mort, elle survient essentiellement sur un symptôme douleur, un symptôme psychique, sur un symptôme. Ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que le débat, il est quand même porté par des gens qui sont bien portants, qui n'ont pas l'expérience, qui ne sont pas confrontés, qu'on laisse peu la parole aux soignants qui sont au quotidien confrontés. Et c'est pas les patients qui sont décédés qui vont pouvoir porter la parole de ce qu'ils ont pu vivre. Je trouve que le débat est tronqué. Pour autant, on essaye toujours de rester ouvert. Donc, il est vrai qu'on va avoir quelques patients qui vont avoir une souffrance qui va rester. Une souffrance psychique ou une souffrance sociale. Rarement une souffrance physique, mais ça arrive aussi. Et ces patients-là, ils sont interpellants quand même pour nous. Pour autant, moi, en tant que soignante, je ne vois pas la bienveillance d'abréger une vie. Vraiment, je ne vois pas la bienveillance de cet acte-là, même si j'entends encore la souffrance. Enfin, voilà. Moi, ça reste interpellant pour moi parce qu'au quotidien, je vois les souffrances, je vois la souffrance sociale notamment, avec le sentiment de culpabilité, la peur d'être un poids, la peur de coûter cher. Un mois d'EHPAD, c'est quand même pas donné. Et donc, il y a des familles qui voient tout de suite, bah, s'il vient un mois de plus, ça va me coûter un mois d'EHPAD en plus. Et je trouve ça dangereux. Je me dis que ça va renforcer ce côté vous coûtez cher. Et donc, quel est le garde-fou pour les patients? À partir du moment où ils vont coûter trop cher, est-ce qu'on va dire, bah, c'est plus simple de raccourcir? Et je suis pas sûre que ce soit la bonne réponse à apporter à ça. Il y a cette partie-là qui me pose question. Et puis, il y a toute l'autre question qui est, dans notre cursus, on nous apprend à dire, ben, le suicide n'est pas une solution. Le suicide, il faut le traiter. Il y a plein d'organismes comme SOS Suicide. Enfin, on fait de la prévention suicide pour tous les jeunes. On réanime les gens qui tentent de se suicider aux urgences. Et à quel moment on va dire, bah, lui, il a le droit de se suicider, lui, il n'a pas le droit de se suicider. Je trouve ça très, très dur comme poids pour les soignants aussi, d'avoir ce poids de choisir la dignité de l'autre. Et puis, si on dépasse le côté financier de l'indignité et du sentiment de culpabilité, souvent, l'indignité qu'on nous renvoie, c'est la perte d'autonomie. Et on a plein de patients porteurs de handicap. On est en plein JO paralympique en ce moment. Qu'est-ce qu'on renvoie au monde du handicap si on leur dit, bah, effectivement, s'ils peuvent plus se changer tout seuls, oh, ça sert à rien de vivre. Enfin, je trouve que c'est hyper rude pour le monde du handicap. Et c'est là où je trouve que ça va être difficile de poser un curseur, mais ça n'empêche que j'entends la souffrance d'une partie de la société qui, dans son fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, se retrouve pas forcément dans tous ces questionnements. Racontez-nous une histoire qui vous a touché, vous a bousculé dans votre parcours. Une histoire qui m'a touchée en soins palliatifs, alors il y en a plusieurs, hein, des histoires, chacun arrive avec sa vie, chacun arrive avec son histoire.
Il y a des histoires qui vous bousculent, forcément. On a accompagné un patient qui était sans domicile fixe à l'unité. Un patient pour lequel c'était compliqué de vivre dans le milieu fermé d'une unité, dormir au même endroit tous les jours, voir les mêmes gens tous les jours. Enfin, c'était pas simple. Alors, c'était rigolo parce que vraiment, il faisait sortir du cadre quotidien. Mais c'est ça qui est chouette dans les soins palliatifs, c'est qu'on n'est pas là pour calquer le monde de l'hôpital sur des patients. On s'adapte à chacun et on essaie que chacun vive au mieux dans sa qualité de vie à lui. Et donc, c'était rigolo parce que jamais je l'ai examiné dans sa chambre comme un patient lambda. Les entretiens quotidiens, c'était je l'accompagnais fumer sa clope dehors. Enfin, c'était des échanges pas classiques. Et un jour, il m'avait confié, mais je me vois pas mourir dans un lit attaché à un fil alors que j'ai vécu libre à me balader. Je me suis vraiment dit, effectivement, c'est vraiment fondateur. On ne peut pas calquer une bonne façon de mourir et on ne peut pas se dire, on va faire une loi et une façon uniforme. Ça ne va pas être à chaque fois comme un conte de fées où il mourut heureux, paisible, entouré de tous ses enfants qui lui tenaient la main et où il faut se dire, bah, c'est chacun va mourir à sa façon, comme ce qu'il est. Et souvent, depuis, je dis, bah, on meurt comme on vit. Et donc, le passage est assez à l'image de ce qu'on peut être dans la vie. Très étonnamment, alors qu'il voulait pas de lien, il a été très rigolo. Il s'est fait baptiser juste avant son décès, un truc improbable. Et d'un coup, il a été entouré avec une communauté, lui qui aimait vivre seul. Anne-Lucille Schultz, auriez-vous quelques mots à nous partager pour clôturer cet échange? Après plusieurs années en soins palliatifs, il est important de réintégrer, à mon sens, la mort dans le champ sociétal et d'arrêter le côté tabou de la mort. Il est important de ne plus cacher, de ne pas faire comme si elle n'existait pas. Aujourd'hui, on ne sait plus à quoi ça ressemble, mais on a l'impression qu'on va mourir héroïquement si on fait face à la mort en se suicidant, en faisant harakiri à la dernière minute. Il y a un acteur, là, il n'y a pas très longtemps, qui disait le vrai courage, c'était d'affronter la vieillesse et de profiter de ces moments-là, en toute humilité. Affronter la vieillesse, affronter la mort, tout cela relève finalement d'un choix intime et personnel. On meurt comme on a vécu, vous l'avez souligné vous-même, Anne-Lucille Schultz. Merci d'avoir insisté sur le respect que nous devons à chacun jusqu'à la fin. Et merci pour ce témoignage fort, passionnant et qui fait réfléchir sur notre propre rapport à la vieillesse et à la mort. Fabrice Adjadj le souligne avec humour, ce n'est pas nous qui réussissons notre mort, mais c'est elle qui ne le rate pas. À nous toutefois de ne pas la rater non plus. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!